Alors, je suis Hervé Gorius, chargé de mission énergie et climat à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, je vais animer ce webinaire avec l'appui technique de mon collègue Pascal Poudinx, conseiller énergie à la Chambre d'agriculture de Bretagne également. Alors, depuis une semaine, dans le cadre de ce forum, nous vous proposons une série de webinaires couvrant des sujets très variés en lien avec les transitions énergétiques et climatiques de l'agriculture. Et celui que nous entamons est le neuvième de cette série. Il s'intéresse à l'énergie et plus particulièrement aux carburants agricoles. Alors généralement, dans le domaine des économies d'énergie, ce sujet n'est pas celui qui mobilise le plus les agriculteurs. Pourtant, des marges de manœuvre existent permettant de réelles économies. Et une première intervention de la FRQMA permettra de le rappeler et de le souligner. Nous aborderons ensuite l'utilisation du carburant alternatif, gaz et électricité, au niveau d'engins agricoles. On sait qu'il y a des matériels qui existent, des tests sont réalisés, des dispositifs incitatifs sont envisagés. Il est donc intéressant de faire le point et de mettre tout cela en perspective. Alors pour cela, nous avons le plaisir d'avoir trois intervenants. Séverine Bourrin de la FRQMA de l'Ouest, Maxime Garnier de GRDF Centre-Ouest et Jean-François Moreau de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Notre webinaire va durer environ 1 heure, 20 minutes par intervenant, à raison d'à peu près 15 minutes pour la présentation et 5 minutes de questions. Vous avez donc la possibilité de poser les questions via le chat et il y aura un temps de questions après chaque présentation. Et n'hésitez pas à donc utiliser le chat durant la présentation pour noter vos questions. Pascal regardera le chat et synthétisera les questions. Sans plus tarder, donc je donne la parole à Séverine Bourrin, chargée de mission agroéquipement, environnement et énergie de la FRQMA Ouest, qui va nous rafraîchir les idées sur les consommations de carburant et les leviers d'économie en exploitation agricole. À toi, Séverine. Merci Hervé. Du coup, oui, je vais vous parler un peu des leviers possibles sur les exploitations pour réduire ces carburants. Et pour commencer, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de remettre un petit peu de contexte, même si on sait déjà pas mal de choses, et aussi l'importance de la traction dans les charges de mécanisation sur les exploitations. Donc, je vous ai laissé un peu le coût du GNR qui est un peu totalement imprévisible, même si en ce moment, il a tendance à baisser. Et un peu les répartitions des coûts de mécanisation sur des exploitations. Donc là, c'est issu d'une étude qui a été faite en Pays de la Loire par le réseau CUMA, mais auprès d'exploitations. Donc, il y en avait 85 et on voit la l'impact qu'a la traction sur les coûts de mécanisation, donc qui sont à près de 50%. Et le carburant représente quand même presque un quart de ce coût de mécanisation. Et sur la moyenne des 85 exploitations, on a en gros 140 litres à l'hectare de carburant consommé. Donc ça, c'est issu d'études et je vous ai mis un lien sur un outil qui permet de faire ces charges de méca avec un aspect travail qui sont méca flash. Je ne sais pas si vous allez partager les diaporamas, mais il y aura des liens sur le diaporama. Alors, j'ai changé le coût de ces 141 litres à l'hectare parce que a priori, hors taxe, là, le coût du GNR est à 0,8. Donc, oui, c'est pas très élevé, mais on ne sait pas le devenir de ce coût. Donc, ça fait quand même 112 € l'hectare par an de GNR, sans compter bien sûr le coût de traction et le carburant représente un quart du coût de revient. Alors ensuite, la première étape pour essayer de réduire sa consommation de carburant, c'est de savoir sa consommation annuelle. Et ça, c'est aussi d'identifier la consommation annuelle de chaque tracteur et automoteur. Et aussi d'identifier l'activité la plus énergivore. Alors souvent, ça dépend des structures. Nous, c'est sûr, dans les CUMA, l'activité la plus énergivore, c'est souvent le travail du sol, le semis et l'épandage, parce qu'on a beaucoup de transport.
Alors ceci, on a des outils qui peuvent être utiles. On a dans les CUMA des volucompteurs là, qui permettent de rentrer l'activité, le tracteur, l'automoteur, le chauffeur aussi potentiellement et l'outil à l'arrière. Et il y a des choses autres qui existent sur le marché qui sont des boîtiers qu'on peut mettre sur son automoteur, son tracteur ou même ses outils. Mais je vous ai quand même laissé le carnet qui reste un outil simple à utiliser et qui permet des fois de se rendre compte de cette consommation. Et donc évaluer sa progression, c'est possible que si on sait d'où on part en fait, parce que sinon on peut essayer de mettre des leviers, on ne sait pas du tout quels sont les impacts de ces leviers. Pour moi, la deuxième étape pour aller dans cette réduction du carburant, c'est de diagnostiquer son tracteur, donc avec un passage au banc moteur. Mais quand je dis passage au banc moteur, c'est pas simplement pour savoir si le tracteur fait sa puissance, ce qui est bien de savoir si ce qu'on nous a vendu ou si est conforme à ce qu'on nous a dit, si notre tracteur est vieux et il a toujours ses capacités. Mais c'est aussi de mesurer plusieurs choses, donc sa puissance bien sûr, mais son couple et puis sa consommation spécifique. Et c'est en mettant l'ensemble de ces mesures qu'on sait un peu les plages d'optimisation d'utilisation de son tracteur et de savoir, tel régime moteur, entre 1700 et 1800 tours, c'est là où j'ai toute ma puissance et c'est là où je consomme le moins. Et j'ai encore du couple. Pour moi, c'est un des premiers leviers à faire avec tout le conseil qu'il y a derrière. Là, je vais vous parler maintenant plutôt de leviers concrets avec, à travers des résultats d'essais du réseau qu'on fait depuis plus de 15 ans. Mais je me suis dit que j'allais extraire 2-3 choses importantes. Et la première des choses importantes dans la consommation, c'est l'adéquation du tracteur-outil. C'est-à-dire, est-ce que mon tracteur ou l'outil que j'utilise vont bien ensemble, est un bon couple? Parce que les puissances sur le terrain augmentent, et pas que dans les CUMA ou les ETA, aussi dans les exploitations, pour différentes raisons, des fois commerciales. Et souvent, la puissance ou les capacités du tracteur n'ont pas ce qu'il faut derrière. C'est souvent un outil trop petit. Donc là, à travers un exemple sur du semis, on a testé sur un tracteur 250 chevaux. Alors vous allez me dire que c'est déjà un gros tracteur. Oui, parce que c'est un tracteur de CUMA et qui fait beaucoup d'hectares. Et souvent, derrière ces tracteurs de cette puissance, on a des combinés de semis. Donc c'est herse rotative puis semoir, qui sont soit portés, soit traînés. Et souvent, ils sont souvent portés et ils font 4,50 m parce que en fait, le tracteur a besoin d'être puissant et gros pour pouvoir soulever l'outil et plus que pour pouvoir le traîner au champ, enfin faire le travail au champ. Donc on a fait un test sur ces 2 outils, un qui est porté et un qui est traîné. Alors vous voyez, celui de traîné, il fait 6 mètres. Pourquoi? Parce qu'avec 250 chevaux et un traîné, c'est possible. Mais un 6 mètres en portée, un 250 chevaux, c'est pas possible. Et puis, du coup, on a analysé bien sûr la consommation. Et là, vous voyez nos résultats, on a 4 litres à l'hectare d'écart entre un porté et un traîné, avec un débit de chantier, bien sûr, du 6 mètres plus important. Et en termes de coût à l'hectare, parce que bien sûr, le 6 mètres traîné est un peu plus cher à l'achat que le 4,50 m porté. Mais si on fait un coût de revient, eh bien, on est quand même presque 30 € de moins à l'hectare entre le 6 mètres et le 4,50 m. D'où l'intérêt quand même de bien réfléchir à cette adéquation tracteur-outil. Voilà. Donc les 250 chevaux sur le 4,50 m en fait sont surtout utilisés pour porter l'outil au transport,
alors que les 250 chevaux sont pleinement utilisés, ce pourquoi il est fait pour le travail au champ. Un deuxième levier qu'on pense pas toujours, c'est le bon lestage et le bon équilibre de son tracteur. Parce que on s'est rarement pesé un tracteur. Alors là, c'est encore pareil, je vais vous présenter des essais au champ. Nous, à chaque essai, hein, on passe bien sûr notre tracteur au banc d'essai, on pèse notre tracteur seul, on pèse notre tracteur avec l'outil, avec masse, sans masse, on fait la bonne répartition du poids. Et donc là, on a fait un essai sur du labour, donc c'est quand même une activité assez énergivore. Et on avait testé 2 tracteurs. Alors, vous allez voir, ils sont à peu près équivalents en donc une charrue 7 corps, hein, et équivalents en termes de puissance. Mais il y a des gammes chez les constructeurs et il y a une gamme qui est bien plus lourde que l'autre. Il y a presque 2 tonnes d'écart. Donc avec un coût d'achat celui à 210 chevaux, mais qui fait 10 tonnes. D'ailleurs, il manque un T, 10 tonnes 4. Et l'autre qui fait 8 tonnes 6. Alors ce 8 tonnes 6, bien sûr, pour cette charrue, on lui a mis un lestage. Donc on a appelé ça le petit gabarit et le gros gabarit sans lestage. Et on les a testés tous les deux au champ. Donc vous voyez, ils ont des consommations assez similaires, mais tout de même, le petit gabarit a une consommation un peu légèrement inférieure et un débit de chantier légèrement supérieur. C'est presque voisin, hein. Mais pour dire qu'il y a des fois, on n'a pas besoin d'avoir un gros tracteur, mais il vaut mieux le lester quand il y en a besoin et ne pas le lester quand il n'y en a pas besoin. Et avoir une bonne répartition. Et puis le troisième levier que je vais vous présenter, c'est la bonne pression des pneumatiques. C'est souvent une thématique qui est pas trop, qui est un peu mis de côté, qui passe à la fin, alors que ça a un intérêt sur l'optimisation du carburant et aussi de l'usure et de l'usure de son tracteur et surtout de ses pneumatiques. Donc la bonne pression, elle est fonction toujours du type de pneumatique, de la charge qu'on met sur le pneu. Donc bien sûr, pour chaque essai qu'on a fait avant, on a fait cette démarche, hein, de savoir combien on met sur le pneu en termes de charge. Bien sûr du type de sol et de ce qu'on va faire comme travail, et puis des conditions de sol. Et il y a toujours des abacs des manufacturiers qui vous qui vous préconisent la bonne pression selon votre charge et votre vitesse. Parce que si vous êtes sur route, vous allez aller plus vite que si vous êtes au champ. Et au champ, le sol est meuble et sur route, le sol est dur. Mais je voulais aussi vous dire que bon, les surgonflages, ça peut entraîner des consommations, des surconsommations de travail, de consommation de carburant au travail, du sol. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on pense pas souvent, c'est la capacité de traction de son tracteur, en fait. Donc le tracteur, souvent on dit qu'il peut tirer la moitié de son poids. Mais et souvent on veut pas patiner. C'est vrai que quand on patine trop, on consomme un peu plus, mais il faut quand même un peu patiner pour avoir cette capacité de traction. Et donc là, sur ce graphe-là, on a testé 3 conditions pour le même tracteur avec des pressions différentes. Donc la courbe du bas, c'était sans masse, donc pas lesté, avec des pressions à 1,9 et 1,2 bar. La rouge qui est juste au-dessus, c'est avec masse, avec les mêmes pressions. Et puis la courbe qui est tout en haut, c'est le même tracteur, sans masse et avec des pressions inférieures, donc adaptées au poids de l'outil qu'on avait à l'arrière et des conditions de sol qui étaient un sol humide, enfin un meuble et humide. Et puis là, vous voyez la capacité de traction, mais dès le début, même sans patiner, est beaucoup plus importante pour le sans masse avec des pressions basses. Donc l'importance de la pression est énorme là-dessus. Et donc quand on a une meilleure capacité de traction, on utilise et on optimise son tracteur.
je, je vais finir là sur mes leviers et quand même, je tenais à dire, on accompagne pas mal d'agriculteurs et je pense qu'il y a un programme qui s'appelle le programme Fabaceae, dans lequel des agriculteurs vont être accompagnés pour diminuer leur énergie en large, pas que sur la consommation de carburant, mais c'est des gens qui vont être accompagnés là-dessus aussi et je crois que les chambres aussi font des accompagnements de groupe là-dessus. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, mais n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Merci Séverine de cette présentation Ah, qui a le mérite de nous rappeler l'intérêt d'apporter sur les économies de carburant en exploitation. Et puis tu nous as présenté quelques leviers concrets. Donc on peut ouvrir dès à présent un premier temps de questions. Est-ce que Pascal, tu as des questions sur le chat éventuellement à Alors, remonter pour Séverine? oui, donc première question, en fait, c'est donc le passage au banc. Hein, au début, tu parlais de ça, c'est préconisé. Est-ce que tu as des chiffres en termes de combien de tracteurs sont contrôlés chaque année sur la région? non, j'ai pas de chiffre, Pascal, parce que autant il y a eu quelques années, il y avait un chiffre important qui devait être entre 600 et peut-être 800 sur l'ouest. Je parle pas de la région Bretagne, mais ça fait quelques années qu'il y a beaucoup moins de demandes. Ouais. D'accord. Mais Et c'est aussi pour ça que je parlais du programme Fabaceae, parce que dans ce programme, il y a possibilité de passer des tracteurs avec un coût inférieur grâce au dispositif C2E. Et là, c'est reparti un petit peu. Donc, si vous avez des agriculteurs qui se posent des questions, n'hésitez pas à nous contacter. d'accord. Une autre question. Sur les Pays de Loire, où peut-on faire un passage au banc? Euh, Alors, pour avoir ce type de passage au banc, je crois qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Après, les constructeurs ont des bancs, les concessionnaires ont des bancs moteurs où ils peuvent mesurer la puissance déjà. Il y a des boîtes aussi qui font de la reprogrammation de moteurs qui ont ce banc parce qu'ils sont obligés de faire cette mesure pour savoir d'où ils partent pour les amener à savoir où ils vont. Mais c'est des mesures de puissance. Il n'y aura jamais la consommation et le couple enfin, il n'y aura jamais les trois courbes corrélées parce qu'il ne branche pas le tracteur, la circulation gasoil du tracteur, en fait. d'accord, Et ce très sont des bien. mesures modifiées parce qu'il y a une station météo, enfin, s'il y a des conditions. Et alors, où le passer? Ben, ils peuvent nous appeler aussi, la Fédération des CUMA. Très bien, bah, merci pour ça, Séverine. Et je pense que c'est tout en termes de questions. Donc, je te repasse la main, Hervé. Oui. Juste une petite question peut-être complémentaire, Séverine. On a Oui, parlé des leviers. Est-ce oui. qu'éventuellement on a des idées aussi en chiffrage, en euros, des économies qu'on peut attendre de ce genre de, De levier là. Alors ouais, j'ai de fait levier? exprès de montrer les trois leviers. J'ai pas parlé de l'éco-conduite parce que c'est le premier levier qui nous vient à l'esprit et qui va de soi une fois qu'on a fait les premiers diagnostics de sa consommation, passage au banc. Pour moi, on fait une formation éco-conduite et parce que voilà, on sait où est notre tracteur et comment on doit bien l'utiliser. Souvent, on dit que si on met tout bien en place et avec la bonne adéquation, on peut avoir 10 à 15% d'économie sur la consommation annuelle. D'accord, très bien. Encore merci Séverine pour cette présentation. Merci à vous. Donc
avoir abordé le volet économie de carburant, nous allons explorer maintenant les carburants alternatifs au GNR, au gasoil non routier. Et en premier lieu, on va parler du gaz naturel véhicule, le GNV, et le bio-GNV qui en est sa version biocarburant et qui n'est autre que du biométhane produit à partir de la biomasse par méthanisation. Alors, la production de biométhane est en pleine expansion avec une contribution très forte des unités gérées par les agriculteurs. Mais alors, qu'en est-il de son usage en tant que biocarburant? Quelle place sur les territoires? Quelle place sur les exploitations? Pour nous éclairer sur ces questions, Maxime Garnier, responsable développement marché mobilité bio-GNV de GRDF Centre-Ouest, va nous aider. Bonjour à tous, À toi, bonjour Maxime. à toutes. Tout le monde m'entend bien, c'est parfait? Je partage la présentation. Donc, je suis Maxime Garnier, je suis responsable du développement du bio-GNV sur l'ensemble de la région Centre-Ouest, donc de Bourges à Brest ou d'Orléans à La Roche-sur-Yon. Notre métier consiste à accompagner tous les porteurs de projets, de stations ou de transporteurs de marchandises, de voyageurs, de bus, de cars, qui ont la volonté, le souhait de rouler au GNV, au bio-GNV, et font partie de ces utilisateurs aussi les agriculteurs, puisqu'il existe des solutions pour remplacer les tracteurs au gasoil par des tracteurs au biométhane. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Donc le biométhane, un carburant vert et local pour la mobilité agricole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on peut faire le plein de son tracteur, de son camion sur sa ferme à partir du moment où on a un méthaniseur voilà, d'installer sur son site, ou si on se situe à proximité du réseau de gaz de ville distribué par GRDF. Donc, dans un premier temps, la présentation elle s'articule de deux manières. Je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de rouler au bio-GNV et ensuite comment techniquement est-ce qu'on peut le faire. Et bien sûr, à quel coût. Alors, pourquoi est-ce que rouler au bio-GNV c'est intéressant? Deux aspects bien distincts à avoir en tête. C'est que le bio-GNV est sous sa forme de gaz carburant, de biométhane carburant, et neutre en CO2. Donc, c'est une manière de lutter contre le réchauffement climatique. Et deuxième aspect, c'est qu'à la combustion, le gaz et le biogaz, c'est beaucoup plus propre que du gasoil. Et donc, en termes de qualité de l'air, ça a des effets très importants sur la santé, et surtout la santé. Donc, les problèmes de qualité de l'air sont principalement problématiques dans les grandes agglomérations, mais dans l'ensemble de l'air qu'on respire, voilà, c'est très bénéfique. Alors, comment ça fonctionne? Donc, globalement, aujourd'hui, en France, vous avez à peu près 34% des émissions de CO2, donc qui contribuent au réchauffement climatique, qui sont émises par le transport. Dans le transport, on a le poids lourd, mais aussi les véhicules particuliers. Sur ces 34%, globalement, vous avez à peu près la moitié de ces émissions de CO2 qui sont émises par le véhicule du particulier, et l'autre moitié, ce sont les poids lourds et les véhicules utilitaires. Et entre les poids lourds et les véhicules utilitaires, c'est encore 50-50 à peu près. Les émissions de CO2 liées à l'agriculture, c'est à peu près 20% des émissions de la France, sur la totalité des émissions françaises. Et sur ces 20%, vous avez à peu près donc, de part équivalente du méthane émise par les animaux, environ 45%, du dioxyde d'azote plutôt par les engrais, et le CO2 qui est émis par la combustion énergétique des carburants fossiles, donc entre autres le GNR pour toutes les activités agricoles. Il y a aussi le chauffage des serres et tout ça dedans, mais c'est principalement les carburants agricoles. Ça, c'est sur la partie émissions de CO2, réchauffement climatique. Sur la partie émissions de polluants et donc pollution atmosphérique,
Le principal polluant atmosphérique émis par le transport, en fait, c'est les oxydes d'azote. C'est les plus dangereux. Et c'est ceux pour lesquels on se bat au quotidien et que vous avez des systèmes d'AdBlue maintenant sur les véhicules gasoil. Les particules fines, c'est pas vraiment le transport qui en émet le plus, mais c'est surtout le chauffage au bois en France. Et ensuite, vous avez d'autres polluants atmosphériques, entre autres l'ammoniac, plutôt lié aux engrais. Mais ça, vous savez sûrement très mieux que moi. Donc ça, c'est pour le constat. Maintenant, pourquoi le bio-GNV, c'est intéressant? Donc d'un point de vue émission de CO2, en fait, le biométhane, sous sa forme de carburant, il émet autant de CO2 qu'un véhicule électrique ou à hydrogène, ou des mêmes ordres de grandeur que des biocarburants type biodiesel à base de colza quand il est produit en France. Quand il est d'origine inconnue, ça peut être beaucoup plus embêtant et beaucoup plus fort que même le gasoil fossile. Et des mêmes ordres de grandeur aussi que des biodiesels quand ils sont produits à partir d'huiles alimentaires recyclées. Donc une vraie place dans la décarbonation, aujourd'hui en tout cas, sur sa partie carburant, donc moins 80% d'émissions de CO2. Sur la partie qualité de l'air, des véhicules au bio-GNV bénéficient de la vignette critère 1. Donc, dans l'agriculture, c'est pas vraiment un souci, mais dans le monde du poids lourd et pour l'accès aux grandes métropoles, les ZFE ne sont pas supprimées, elles sont toujours actives. Et donc, c'est un avantage certain pour accéder aux grandes métropoles de plus de 250 000 habitants où les ZFE sont toujours obligatoires et en place. Et donc à ce titre, il bénéficie de la vignette critère 1 parce qu'il émet 2 fois moins d'oxyde d'azote qu'un véhicule identique au gasoil et quasiment plus de particules fines à l'échappement. Bien qu'il n'y ait pas de filtre à particules sur les véhicules au GNV et pas de système d'AdBlue non plus. Donc maintenant que je vous ai parlé de pourquoi c'était intéressant, je vais vous parler de comment ça fonctionne. Donc, je vais vous faire un petit focus très rapide en fait du bio-GNV parce que sans biométhane, eh ben, il n'y a pas de biogaz et il n'y a pas de bio-GNV derrière. Et donc, c'est très lié à la production de biométhane forcément. Il faut aussi des stations puisque s'il y a des véhicules et qu'il n'y a pas de station, bah, c'est embêtant. Et il faut des véhicules aussi puisque s'il y a des stations et pas de véhicules, c'est aussi embêtant. Et tout ça, il faut arriver à faire tenir ces 3 paramètres dans des prix soutenables. Donc, en gros, c'est une équation à 4, 5 inconnus, des solutions alternatives. Chaque solution alternative doit répondre à ces inconnus dans cette équation. Et le bio-GNV aujourd'hui apporte une réponse à toutes ces inconnus. Et vous allez le découvrir tout de suite. Donc en gros, aujourd'hui, la production de biométhane en France, bah, elle est exponentielle. Il y a à peu près 800 sites sur la France qui produisent et injectent leur biométhane donc à fin octobre. C'est à peu près 15 TWh à l'année qui est produit. Et c'est l'équivalent de 2,5 réacteurs nucléaires en capacité de production. On a à peu près autant de projets que ceux qu'il y a d'installés en études ou en travaux à fin septembre. Donc on sait que d'ici 2-3 ans, on va doubler la production de biométhane. Donc ça, c'est la visibilité qu'on a avec les projets et avec des perspectives de multiplier par 5 la production qui était en 2013. Donc ça fait, c'est un x3 par rapport à aujourd'hui, à peu près, un x3, x4. Un peu plus proche du x4 par rapport à ce qui est produit aujourd'hui. Donc d'ici 2030, c'est l'ambition qui est donnée par GRDF et par la programmation pluriannuelle de l'énergie, d'atteindre les 60 TWh. À quoi ça ressemble une station bio-GNV? Il y a 2 formes de stations bio-GNV. Il y a des stations privatives qui sont plutôt destinées à alimenter des flottes de bus ou d'autocars, donc qui circulent sur les agglomérations ou dans les régions. Donc vous avez ici un exemple d'une station de car du réseau Braisgo sur les lignes régulières, donc qui relie
les communes de la région Bretagne entre elles, aux agglomérations. Vous avez des stations privatives ici, comme sur un site de méthanisation ou pour le transport des intrants et du digestat. Le méthaniseur le fait avec ses propres camions et donc au BioGNV, et il a installé une station privative pour faire le plein de ses véhicules. Et sinon, vous avez des stations aussi encore plus petites qui peuvent permettre de faire le plein d'un tracteur au BioGNV New Holland, entre autres. Mais vous avez également aujourd'hui en France à peu près un peu moins de 400 stations ouvertes au public qui sont là. Donc, comme leur nom l'indique, elles sont ouvertes au public. Donc, elles sont là, elles sont au service des transporteurs, principalement de marchandises, mais des bus et des autocars aussi peuvent s'y arrêter. Des véhicules particuliers aussi peuvent s'y arrêter. Et donc, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire français avec des prix à la pompe aujourd'hui entre 1,20 € hors taxe du kilo. On dit qu'un kilo de gaz vaut 1 litre de gasoil à 1,40 €. C'est à peu près la moyenne en ce moment. Donc, c'est l'équivalent du litre de gasoil TTC à la pompe. La carte des stations publiques dans le Grand Ouest. Donc, c'est une cinquantaine de stations publiques à peu près dans le Grand Ouest. Sur les régions Bretagne et Pays de la Loire, on est plutôt garni en stations. Donc aujourd'hui, pour les transporteurs de marchandises qui circulent sur l'ensemble de la région ouest, faire le plein de GNV n'est plus un problème. Je ne vais pas dire qu'il y a plus de zones blanches, mais il en reste quelques-unes, en centre-Bretagne par exemple, un petit peu, dans la Sarthe un petit peu aussi. Voilà, on travaille sur des projets de stations, mais globalement, c'est plus un problème de faire son plein de bio-GNV quand on circule avec un poids lourd sur l'ensemble du Grand Ouest. Un petit peu moins vrai sur la région Centre-Val de Loire, mais plusieurs projets sont à l'étude aussi. Alors, pour les stations dites agricoles, vous avez plusieurs modèles et types de stations avec des estimations que je vous ai fait de coût de revient en euros hors taxe du kilo de GNV. Donc, en équivalent, vous pouvez le transformer en litres de gasoil, c'est à peu près la même chose. Donc, quand vous avez une installation de méthanisation qui est en injection, vous avez un gaz qui est épuré et odorisé ou qui peut être épuré et non odorisé. L'odorisateur peut être après. Et donc, en fonction de la position de l'odorisateur et du piquage par rapport au point d'injection, vous avez un prix qui peut varier entre 1,30 € hors taxe du kilo et 1,50 €. Quand vous vous raccordez sur le réseau de gaz de GRDF, donc si vous n'avez pas de méthaniseur ou si vous avez un méthaniseur et que vous injectez, vous pouvez aussi vous raccorder sur le réseau de gaz de GRDF. Et là, le coût est un petit peu plus bas. Pourquoi? Parce que le gaz est déjà odorisé. Donc c'est une brique en moins dans le coût de l'installation. Et donc voilà, on est autour des 1,30 € du kilo. Et si la station est plus grosse, forcément, plus elle est importante, plus on baisse les coûts. Et donc, on arrive à descendre à peu près sur des stations autour d'1 € hors taxe du kilo quand elles commencent à être dimensionnées pour plusieurs véhicules lourds par jour. Donc voilà. Pour le cas des unités de méthanisation en cogénération, là, le prix de revient de l'ensemble de la station, lorsqu'on va venir intégrer la brique épuration du biogaz pour l'épurer en biométhane avec la brique odorisation, parce que l'odorisation, il faut forcément la faire sur site aussi, plus le coût de l'installation de la station, ça grimpe tout de suite et on approche les 2 €, 2,50 € hors taxe à peu près du kilo, donc du litre de gasoil à la ferme. Quand aujourd'hui, je voyais sur la présentation d'avant, et c'est ce que j'avais à peu près en tête, le litre de GNR hors taxe, il est autour des 1 € avec la récupération de TICPE, vous êtes autour des 80 centimes. Récupération de TICPE qui est en discussion depuis plusieurs années, disparaîtra pas. On n'en sait rien, mais en tout cas, entre 80 centimes et 1 € à peu près hors taxe en ce moment du prix du GNR. La gamme de véhicules, elle s'étend du véhicule léger jusqu'aux poids lourds et aux engins spéciaux avec des modèles de Fenwick. Mais notre cible principale à nous, GRDF, et la cible du BioGNV, c'est de venir décarboner le véhicule lourd
et le matériel agricole aussi, avec les deux tracteurs de New Holland T6 et T7 qui sont proposés au commerce aujourd'hui, et une gamme de poids lourds qui s'étend avec 4 marques, dont la principale, et les principales sont Iveco et Scania, et Renault Trucks et Volvo aussi proposent des véhicules au GNL ou au gaz comprimé. Ces véhicules sont référencés sur la plateforme des achats publics de l'UGAP pour les collectivités locales, et Iveco et Scania ont renforcé leur gamme l'année dernière avec des nouvelles motorisations et des puissances équivalentes et des couples équivalents à des véhicules diesel et des autonomies qui approchent les 1000 km aujourd'hui sur les poids lourds. Et la possibilité de commander des véhicules utilitaires et véhicules légers avec un transformateur qui est situé à Grenoble et qui s'appelle Borel. Il y a une garantie de véhicules neufs. Sur les poids lourds, on peut bénéficier du suramortissement, pas sur les tracteurs agricoles. Et la charge utile est conservée, donc là on est sur les poids lourds. J'en parlais tout de suite, on a 2 véhicules chez New Holland, le T6 et le T7. Donc le T7, il vient d'arriver cette année. Je vous invite, je vous ai mis un lien pour aller voir un petit webinaire, une petite intervention d'un Rex sur des essais qui ont été faits sur le tracteur T6 et les coordonnées du responsable produit carburant alternatif chez New Holland si vous avez plus de questions. Donc globalement, le T7, il a une journée pleine en autonomie, à pleine charge, avec à peu près 170 kg de gaz embarqué, ce qui équivaut à 170 litres de gasoil, et il fait 270 chevaux pour un coût qui est à peu près de 20% supérieur au même véhicule en diesel. Le T6, lui, est plus petit, il a moins d'autonomie, il a à peu près une demi-journée à pleine charge et une journée à charge à demi-charge, en gros, une journée d'autonomie. Il fait 180 chevaux et il coûte à peu près, si lui, 20% de plus qu'un véhicule diesel. Ce sont les ordres de grandeur. Pour vous parler de la dynamique des immatriculations de GNV en France, bon, globalement, ça a vraiment, on va dire, explosé en 2019-2020, le GNV, avec une très forte croissance des poids lourds, surtout parce que c'est une vraie solution pour décarboner le monde du poids lourd, à coût quasi équivalent aux véhicules gasoil. Et sur les autocars et les bus, ça a vraiment aussi explosé sur les bus, puisque bon nombre de grandes agglomérations s'équipent en bus GNV pour remplacer les flottes de bus au gaz. Et sur les autocars, c'est un peu plus timide, mais on a des belles parts de marché aussi. Donc en gros, en France, sur l'année dernière et depuis le début de l'année aussi, c'est à peu près un bus sur 2 qui est vendu en France qui est au GNV. C'est à peu près un autocar sur 6 vendu neuf en France qui est au GNV et un poids lourd sur 25 à peu près, avec les 2 marques Iveco et Scania, principalement. Donc, je vous laisse les coordonnées de l'ensemble de notre équipe sur la grande région centre-ouest. Vous avez les numéros de téléphone, les adresses mail, que vous ayez une méthanisation ou pas. L'important, c'est que vous soyez situé à proximité d'un réseau de gaz et ou à proximité d'une station publique de GNV. Et à partir de ce moment-là, nous, on peut vous accompagner pour vous faire une préétude de faisabilité de stations publiques, privées, et afin que vous puissiez amorcer votre transition énergétique, mais aussi la transition énergétique de tout votre écosystème et environnement, collecte de lait, transport d'intrants, voilà, ça peut être la collecte des déchets de la communauté de communes aussi, qui fasse le plein sur votre station. Enfin, il y a plein de choses qui existent déjà avec des stations agricoles à la ferme. Voilà, j'ai terminé. Parfait, merci bien Maxime Garnier. On perçoit bien vraiment l'intérêt de l'émergence de ce nouveau carburant pour l'agriculture, hein, qui peut être à la fois d'ailleurs contribuer à le produire via les unités de méthanisation et puis à l'utiliser en substitution de GNR pour certains travaux agricoles.
Exactement. Donc, peut-être que tout cela suscite des questions. Pascal, est-ce que Oui, on a quelques effectivement. questions sur le chat? Absolument. Alors la première question, ça fait référence à une diapositive assez tôt dans ta présentation sur les coûts que tu présentais, en particulier pour le bio-GNV qui est autoconsommé. Est-ce que comment étaient basés ces coûts? Est-ce que ça inclut le CAPEX de l'infrastructure ainsi que l'OPEX de faire fonctionner Ouais, tout à fait. Alors en autoconsommation, très bonne question. Donc ça inclut bien les CAPEX, les capacités d'investissement, et les OPEX, la maintenance et les consommations électriques de la station. Et en autoconsommation de bio-GNV, en fait, la manière de calculer, alors je ne l'ai pas mis parce que j'ai des tableaux et on aurait passé une demi-heure à les expliquer. Je suis direct allé au coût, mais en gros, on est sur des dépassements de Cmax, donc on ne vient pas autoconsommer du biométhane qu'on aurait vendu au tarif d'achat public, autour des 100 € du mégawattheure. En gros, on vient autoconsommer du biométhane qu'on a produit au-delà de la Cmax. Et donc, c'est du biométhane qui aurait été racheté au cours du gaz, au spot, donc autour des 30 € du mégawattheure, voilà, en ce moment. D'accord. Ok, bah, merci pour cette Ce précision. qui produit un coût de revient, comme je disais, entre 1 € pour les plus petites enfin, pour les plus grosses installations, à 1,30 €, 1,50 € hors taxe pour les plus grosses, quoi. Oui. Pour les plus petites, Ensuite, pardon, c'est l'inverse. D'accord. Donc une seconde question. Donc tu dis au niveau investissement, donc grosso modo, il faut compter à peu près 20% de plus pour un tracteur au C'est bio-GNV ça, par que rapport à un l'équivalent, tracteur. ouais. Ouais. Et en termes de consommation, est-ce que c'est équivalent en termes par rapport au diesel? Ouais, en termes de consommation, c'est équivalent au diesel, et ça marche pour n'importe quel véhicule au GNV. En gros, physiquement, ça reste un moteur à explosion, donc on n'est pas sur des moteurs à compression comme au gasoil. Donc, le rendement du moteur est légèrement moins bon qu'un moteur au gasoil, mais par contre, on a plus d'énergie dans 1 kg de gaz que dans 1 litre de gasoil. Donc du coup, ça se compense physiquement. Et donc la consommation derrière, elle est identique entre un véhicule gasoil et un véhicule GNV. Très bien. Merci. Bah, écoute, ça conclut les questions de mon côté. Hervé, je te repasse la main. Très bien. Merci à tous. Merci bien, Maxime, encore. Donc, après le gaz renouvelable, autre alternative à la consommation de carburant sur les exploitations, les engins électriques. Alors, les deux ne s'opposent d'ailleurs pas, hein, et puis ils peuvent être a priori complémentaires. Donc, pour aborder le sujet, je me tourne vers Jean-François Moreau, chargé de mission énergie à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, qui va nous faire un retour d'expérience d'un test mené à la station expérimentale de Terval, visant à comparer le rétrofit électrique d'un tracteur de 60 chevaux avec sa motorisation thermique et à définir sa pertinence au regard des différents usages agricoles. Donc Jean-François, c'est à toi. Merci Hervé de me passer la main. Alors, vous allez me dire si c'est bon pour vous. Tac, est-ce que... Bah alors attendez. Tac. Donc je vais en profiter. Ça Hop, marche seulement. Ouais, si on peut l'avoir en plein écran, ça serait mieux. Voilà, super. ça c'est bon. Ok. Eh bien c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-François Moreau, Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Je suis consultant photovoltaïque dans le service énergie et économie circulaire de la Chambre d'agriculture. Mon propos de ce matin va s'articuler donc sur ce qu'a dit Hervé, hein, donc un essai, enfin la mise en œuvre d'un essai d'un suivi d'un tracteur rétrofit électrique sur la ferme expérimentale de Derval, qui est une ferme située sur le 44 entre Nantes et Rennes, donc une ferme laitière. L'idée, c'était à travers le projet ACT, donc un projet France Relance 2030,
auquel nous avons candidaté sur deux briques, une brique énergie et une brique eau. Sur la brique énergie, nous avions plusieurs actions que nous souhaitions mener à travers la mise en place d'un projet agrivoltaïque. On va le mettre de côté. À travers une opération d'autoconsommation que j'ai évoquée la semaine dernière sur un autre webinaire. Et à travers plusieurs éléments en lien avec la mobilité agricole. Nous souhaitions travailler avec une entreprise sur la partie, comment une roue électrique qui puisse soulager en fait le tracteur thermique, roue qui serait mise sur les outils, les remorques, etc. Et puis notre fameux Tractofit électrique dont je vais vous parler. Donc on s'est appuyé à travers un consortium de cinq structures, donc bien la Chambre d'agriculture de notre côté, EDF qui nous a accompagnés, tout comme la région Pays de la Loire d'un point de vue financier. BPM Agri qui nous a mis à disposition en fait le tracteur, donc le John Deere que vous avez en photo, qui nous a mis à disposition pour la mise en œuvre de la partie électrique, et puis le groupe Bensys qui s'est attelé à faire toutes les opérations de rétrofit. Alors tout d'abord la réalisation pardon, technique. Donc l'idée véritablement était de faire en sorte que la partie électrique eh bien, soit insérée dans la partie tracteur, hein, qu'il n'y ait pas de visibilité, qu'on ne voit pas la différence entre les deux. Donc l'idée c'est d'enlever toute la partie motorisation thermique et puis d'insérer tous les composants qui ont attrait à la motricité électrique du véhicule. Ça n'a pas été simple du tout, hein, puisqu'on est parti un petit peu du feuille blanche. Et le choix du tracteur est primordial, et le choix a été fait d'une John Deere parce qu'en fait, le tracteur John Deere a un squelette que d'autres tracteurs n'ont pas, en ce sens que c'est le moteur pour certains qui fait l'ancrage au pont avant, ce qui n'est pas vrai pour le tracteur John Deere. Donc Vensys s'est attaché à réaliser toute la conception mécanique, donc ce que vous avez sur votre droite avec les batteries, le moteur, le transformateur, l'alimentation, la ventilation. Donc tout a été réalisé sur conception par ordinateur. Et en complément, il a fallu aussi mettre en œuvre toute la conception électrique et le logiciel, puisque le tracteur n'étant pas un tracteur adapté à l'électrique, il a fallu revoir toute la conception logicielle, et notamment faire comprendre au tracteur en fait que on était en fait comment dire, on a leurré l'ordinateur du tracteur en lui faisant considérer en fait qu'il était toujours sur un moteur thermique alors qu'on avait un moteur électrique. Donc tout ça, ça a mis un petit peu de temps. Au-delà du fait que l'on a perdu notre premier partenaire qui n'était pas Vensys sur la partie électrique, qui a malheureusement déposé le bilan. Donc on a eu quelques aléas d'un point de vue organisationnel, mais qui nous ont quand même permis, in fine, d'aboutir à la production de ce fameux tracteur. Donc vous avez quelques photos là concernant l'adaptation et le montage. Donc comme je vous le disais, en fait le moteur thermique a été retiré, et donc au fur et à mesure, petit à petit, a été incrémenté les différentes pièces de la motorisation électrique, et in fine, eh bien, vous n'avez plus que, en termes de visibilité extérieure, ce qui peut être différenciant d'un tracteur thermique, eh bien, c'est qu'il n'y a plus de cheminée d'échappement, et vous avez en bas à droite, là, la prise de recharge du tracteur, donc qui sont extérieurement les seuls signes différenciants du tracteur thermique. Alors,
Par rapport aux spécifications, je ne suis pas le meilleur des meilleurs pour ça, mais grosso modo, il y avait des contraintes sur la masse du tracteur, et donc on avait un maximum de 20% de plus d'autorisé par rapport à la masse initiale, et donc on arrive finalement à un plus 6% par rapport à la masse initiale. Donc ce point-là a été maîtrisé et validé. On a une énergie embarquée théorique 10 fois plus faible que le moteur diesel électrique, enfin diesel pardon, équivalent. Une traction fournie à vitesse qui est plus faible, donc puissance, mais on s'aperçoit qu'on a une énergie qui est mieux utilisée, et puis d'autres éléments complémentaires. Bien évidemment, le silence et une facilité d'usage qui a été reconnue par nos utilisateurs au niveau de la ferme. Et on a un petit boost 10 secondes là, qui a été mis en place qui permet en fait d'arriver à un couple équivalent à un tracteur diesel de 120 chevaux. Donc l'idée, après avoir rétrofité ce tracteur, c'est de pouvoir faire une comparaison d'usage entre un tracteur thermique classique et puis notre fameux tracteur rétrofit. Comme je vous l'ai dit, on a perdu un petit peu de temps sur le développement du projet, et en fait nous avions dans le cadre de Act deux phases, une phase de maturation qui était de 18 mois et une phase on va dire de concrétisation des projets qui permettait d'investir, et donc le tracteur rétrofit était sur la phase de maturation de 18 mois là, donc il fallait qu'on arrive à des conclusions dans ce délai-là, et comme on a eu une perte de temps au début, ça nous a contraints pour ensuite réaliser notre suivi, qui à l'origine était un suivi 4 saisons et qui permettait d'utiliser le tracteur dans de nombreuses conditions avec de nombreux usages. Donc on a raccourci un petit peu ces éléments-là, mais on tire quand même quelques conclusions que je vous propose de vous présenter. Donc, on a fait cette comparaison. Donc, les deux tracteurs, tracteur thermique et tracteur électrique, ont été entre guillemets bardés de capteurs. Et donc, via des centrales d'acquisition traitées par 26, dont l'investissement a été réalisé par EDF, on a pu comme ça réaliser un certain nombre de suivis de consommation, de puissance, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, travaux d'élevage 4 saisons, avec dans un premier temps distributrice, pailleuse, bétaillère, tonalisier et balayeuse, et avec un mode de recharge batterie le soir ou encore de journée entre deux tâches au besoin, comparé à un John Deere 6110 diesel, sur des travaux de culture à forte intensité ou à faible intensité. Donc on a commencé par la distributrice. Alors on a eu une réaction concernant le silence, on a eu une réaction des animaux qui, dans un premier temps, ne s'approchaient pas de l'auge, s'interrogeant sur le passage du tracteur, mais en silence. Et donc on a eu une réaction des vaches laitières à ce moment, voilà, les 2 premiers jours, ne comprenant pas ce qui se passait véritablement. Par rapport à ce premier essai distributrice, donc d'un point de vue qualitatif, vraiment aucun souci, très simple d'utilisation, un silence d'usage complémentaire, et puis des puissances outils à 11,5, d'avancement à 5,5 kW et une consommation d'énergie à 3,5 kWh pour 2 passes. La bétaillère, on a fait travailler le tracteur sur du transport. Là aussi, en termes d'usage, c'est un usage qui, pour le tracteur tel qu'il est construit aujourd'hui, est suffisant, le silence étant. Je ne sais pas, oui, vous avez votre leçon de mi. Donc vous voyez, en termes de bruit, ce que ça peut représenter, c'est vraiment très silencieux.
On lui a fait faire d'autres travaux, pardon, donc la balayeuse, le broyeur d'accotement. À chaque fois, on se retrouve dans des usages qui correspondent en fait à ce type de matériel tel qu'il est configuré aujourd'hui. Maintenant, on va voir que sur d'autres usages, c'est un petit peu différent. Donc voilà. Donc si ensuite on a vu les usages, on va dire valet de ferme, et donc là on a comparé des usages sur des travaux au champ. Donc là vous avez la comparaison entre le tracteur thermique, notre tracteur rétrofité, et le tracteur fit ISO correspond en fait à l'équivalent thermique en termes d'usage. Puisque comme la puissance, on ne l'avait pas sur le rétrofit, on a fait une comparaison à usage équivalent, puissance équivalente. Donc sur les labours, on voit que c'est réalisable. La difficulté en fait réside sur la puissance utilisée relatif à la puissance installée de la batterie. Et donc du coup, on utilise et on épuise très rapidement la batterie du rétrofit. Mais si l'on compare en termes de en conso et en coût d'énergie et émissions de CO2, clairement, au niveau de l'électrique, on voit des différences notables sur la partie conso d'énergie, coût énergétique et puis émissions de CO2. La même chose, on va la retrouver sur le travail réalisé avec la herse rotative, où là, on se retrouve aussi sur un gain versus gain électrique versus gain thermique diesel, tant sur la partie consommation que sur la partie émission de CO2. Sachant que sur la partie labour, bah, pour pouvoir malgré tout ne pas trop consommer sur la batterie, eh bien, les vitesses d'avancement ont été divisées par deux. Donc pour continuer, donc le cultivateur demande un petit peu moins de puissance. Donc en termes de puissance, c'était bon avec le boost utilisé. Par contre, au niveau autonomie, ben, on n'est pas bon. Et puis sur le scalper, donc sur des sols qui sont plutôt meubles, la puissance c'était bon et l'autonomie était bonne aussi. Grosso modo, sur des matériels que l'on va utiliser avec un travail du sol léger, on arrive à faire quelque chose avec le tracteur que l'on a aujourd'hui. Mais pour des travaux plus importants, il faut plus de puissance et le tracteur rétrofité n'est pas adapté. Donc, à l'heure actuelle, au regard des essais qu'on a pu mener sur la ferme de Derval, pardon, le tracteur tel qu'il a été rétrofité nous permet facilement de pouvoir l'utiliser comme valet de ferme sur l'exploitation, donc sur les travaux d'élevage principalement ou entretien de parcelles. Sur les travaux de culture de faible intensité, comme je l'ai dit, c'est tout à fait possible. L'intérêt, au-delà d'utiliser ce type de tracteur, c'est qu'en termes d'émissions de CO2, on a des gains très importants par rapport à l'usage d'un véhicule diesel selon les travaux, et le coût énergétique aussi, divisé, comme vous le voyez, par 2 ou par 8 en fonction des travaux. Sur
de la petite culture, sur des travaux de petite culture, on a aussi un intérêt. Mais dès lors que l'on a des travaux qui demandent une force de traction plus importante, eh bien le tracteur tel qu'il est encore configuré aujourd'hui n'est pas suffisant. Il faudrait avoir un tracteur avec une batterie et une puissance électrique plus importante. Malgré tout, on voit que l'on a des émissions de CO2 qui peuvent aller jusqu'à à être divisées par 20 et des coûts électriques avec un gain autour de 30%. Donc, par rapport aux usages que l'on a pu mettre en œuvre avec le tracteur Retrofit, eh bien, il a bien répondu à ce que l'on demandait, à ce qu'on lui demandait. Désormais, même si nous n'avons pas été retenus dans le cadre de Act sur la deuxième brique qui est le développement, nous sommes en train de réfléchir avec nos différents partenaires là pour continuer malgré tout à développer le tracteur sur une base, enfin un tracteur plus puissant, un second tracteur qui serait plus puissant, et notamment sur les travaux au champ, de développer aussi un prolongateur d'autonomie, soit sur la base d'un stockage décentralisé, qui est une première réflexion, ou une batterie plus importante du tracteur V2. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et si je n'y arrive pas, eh bien, je me ferai fort d'y répondre ultérieurement. Merci. Merci Jean-François. Un essai effectivement très intéressant qui montre aussi les possibilités voilà, de complémentarité d'ailleurs avec éventuellement des autres acteurs, notamment le BioGNV. Est-ce que Pascal, on a des questions pour notre dernière séance de questions? Alors oui, donc une question au niveau, donc je vais parler de la puissance disponible pour faire avancer le véhicule. Et au niveau de la puissance hydraulique pour utiliser les outils, c'était la même puissance que sur la version thermique? Même puissance, oui. Enfin, même puissance que la version thermique. Enfin, même puissance que le tracteur diesel d'origine. Tout a été D'accord. équivalent. La seule différence, c'est sur la motorisation, en fait. Ouais. Mhm. Et donc, au niveau, et par contre, effectivement, c'est au niveau de l'autonomie hein, qu'il y avait une différence. Du coup, on a une question au niveau avec le véhicule que vous avez développé. Quand vous avez fait un test en labour, est-ce que tu te rappelles quelle était l'autonomie là-dessus? Sur le labour de mémoire, on était sur 1 heure d'autonomie, quelque chose comme ça. D'accord. À puissance équivalente, on était sur 1 heure d'autonomie, 1 heure et demie d'autonomie. Donc extrêmement faible par rapport à l'usage d'un véhicule diesel, quoi. Effectivement, ouais. Mhm. Euh, Et une autre question, alors une question, le temps de chargement du tracteur par rapport au temps de travail. Oh, charge, je pense il veut dire le temps de charge pour charger la batterie, la Oui, durée de... Mhm. oui. Alors tout va dépendre du travail que l'on va demander au tracteur. Aujourd'hui, en fait, on a sur la ferme, on a une borne de 22 kilowatts. Donc en fait, on est limité par rapport à ça. Donc si on est à 22 kilos pleine puissance, ce qui n'a pas forcément été le cas tout le temps, hein. Il y a une courbe de charge qui est un petit peu différente. On va être sur, si on part de zéro, on va être sur 2 heures, 2 heures et demie de charge, quoi. Très bien. Merci pour ces éclaircissements. Alors, on est vraiment sur la base d'un démonstrateur, hein, donc Tout on a à fait fait. Ouais. aussi avec les éléments qui étaient à notre disposition, les éléments de batterie aussi qui ont été à disposition, puisque toutes les batteries ne sont pas adaptées à ce type d'usage, clairement.
Donc on a fait aussi avec l'offre qui était disponible, qu'il a fallu qu'on revoie d'ailleurs, puisqu'on a changé de fournisseur entre-temps. C'est un démonstrateur. Avec les limites d'un démonstrateur, on voit qu'il y a un intérêt. Maintenant, il faut pousser les choses plus avant pour pouvoir confirmer les premiers éléments d'analyse et de validation. Enfin, l'objectif derrière, ce serait de faire de la pré-série et pourquoi pas demain d'avoir des kits de rétrofit adaptés à d'autres marques d'ailleurs que le John Deere, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, Et Jean-François, excuse-moi Pascal, il n'y a pas sur le marché des constructeurs qui proposent déjà des véhicules électriques de cette puissance? Alors, des véhicules électriques, ça peut, mais sur les trop, en fait, l'électrification des tracteurs a été très très peu explorée. Il y a une start-up bretonne qui travaille, Sidéral, qui travaille alors pour le coup, qui se veut être demain le Tesla du véhicule, enfin du tracteur agricole. La différence entre les deux approches, c'est que alors leur premier tracteur est sur la base d'un rétrofit, mais leur objectif, c'est vraiment de créer un tracteur de toutes pièces électrique, donc qui pourra être adapté, hein. Le châssis sera adapté à l'électrique, le stockage sera adapté aux usages, etc. Donc on n'est pas tout à fait sur la même approche que ce que l'on a fait. Après, l'offre, elle est extrêmement faible. Très clairement, aujourd'hui, l'offre électrique, elle est très très faible. On a un petit peu plus d'usage sur du télescopique. Hmm. On a quelques offres, mais sur le tracteur, on n'a pas grand-chose, quoi. Très bien. Pascal, quelques dernières questions? du coup, en fait, j'avais la même question. Et là, ah oui, et sur du tracteur plus petit, par exemple, pour des travaux en maraîchage, quelles sont les perspectives là-dessus? Alors on est parti sur une base d'exploitation polyculture élevage. Sur le maraîchage, on peut imaginer que l'on ait peut-être plus d'intérêt d'usage parce que travaux peut-être moins conséquents en termes d'appel de puissance, de nécessité de force. Et si l'on reste sur des choses plus légères, il est possible que l'on ait un intérêt sur le maraîchage. Je vous avouerai qu'à ce stade, on ne l'a pas exploré. Très bien. Et c'est la dernière question de mon côté. Très bien. Bah, nous arrivons un peu à la fin de notre webinaire. Merci infiniment pour tous ces éclaircissements et merci à tous les intervenants. Ces projets montrent bien la diversité et la richesse des solutions envisagées pour répondre aux enjeux des transitions énergétiques et climatiques. Alors, au vu des questions remontées, bon, de toute façon, s'il y a des questions qui n'ont pas été, comment dire, traitées, voilà, une réponse sera apportée à celui qui l'a posée en aval de cette réunion.